Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de vos actions. J'ai pris un peu de retard, donc ça va être une vidéo assez costaud. Je vous mets en référence dans la description les timers pour les différentes actions, comme ça vous pouvez skipper celles qui vous intéressent pas. Avant de commencer, petit disclaimer, je vous rappelle que je suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'analyser les actions et mon petit parcours d'investisseur particulier. Et on commence avec Arkema, qui est l'un des leaders mondiaux dans tout ce qui va être fabrication et commercialisation de produits chimiques. Personnellement, c'est pas une catégorie d'actifs que je possède, enfin c'est pas une catégorie d'actions que je possède, mais ça pourrait être intéressant en termes de diversification. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les actions que vous voulez que j'analyse. Je le ferai avec certainement un petit peu de retard. Là d'ailleurs sur cette vidéo, j'arriverai pas à faire toutes les actions qu'on m'a demandé. Donc j'en prépare une pour la semaine prochaine. Je vais pas vous faire la répartition du chiffre d'affaires parce que ça fera pas avancer l'analyse. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une entreprise qui a une offre qui est diversifiée et qui répond à des besoins spécifiques, des besoins d'autres sociétés qui sont spécifiques. Et Arkema, c'est l'un des seuls à pouvoir proposer ce genre de produit. Donc elle a quand même une position, la société Arkema, elle a quand même une position qui est très intéressante parce qu'elle répond à des besoins. En termes de répartition géographique, on a à hauteur de 30% les États-Unis, à hauteur aussi de 30%, un petit peu plus, tout ce qui va être Europe, et on travaille aussi en Asie, en Chine. Donc on est assez diversifié en termes de répartition géographique. Donc pour l'instant, pour moi, on a 2 points positifs pour Arkema, que ce soit en termes de produits, en termes d'offres et aussi en termes de répartition géographique. On va s'intéresser aux finances de l'entreprise. Vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires qui est en légère croissance, qui a diminué comme d'habitude en 2020. On fait souvent ce constat sur les analyses avec le Covid. On a des marges qui sont en légère croissance, qui ont aussi diminué en 2020. Attention tout de même, parce qu'on a une marge nette qui est en forte baisse en 2022. On ira voir après, je ne connais pas le graphique de la société, mais c'est possible que ça ait fait réagir le cours de l'entreprise à la baisse. On ira voir ça tout à l'heure. En termes de situation bilancielle, on a un leverage qui est faible. Alors, c'est bien, parce que ça veut dire que l'entreprise n'est pas trop endettée. En revanche, du moins ça veut dire qu'elle arrive à rembourser sa dette. En revanche, ça peut être dommage, dans le sens où c'est une entreprise qui pourrait investir davantage. Sur les 4 dernières années, on a un free cash flow qui est en augmentation, donc c'est une bonne chose. On va maintenant s'intéresser à la position de l'entreprise par rapport à sa concurrence. Et tout simplement, c'est correct. Ça correspond à ce qui se passe dans le secteur d'activité. On n'est pas plus rentable que le secteur d'activité, on n'est pas moins rentable que le secteur d'activité, que ce soit en termes de ROE, etc. Donc ça reste une société rentable qui correspond à son secteur d'activité. En termes de santé financière, c'est pareil, on est correct. Ça reste moyen, il n'y a rien d'exceptionnel pour l'entreprise. Vous le voyez notamment avec le cash to debt, etc. C'est correct. Et historiquement, on est un petit peu inférieur à ce qu'on a pu connaître et ça peut être une des conséquences du Covid. Petit point d'attention tout de même, on voit que la dette augmente alors que le cash, lui, a diminué. Donc, c'est pas un mauvais signe, c'est pas un bon signe non plus. Ça peut être signe d'investissement. On disait tout à l'heure que le leverage était assez faible, mais ça peut vouloir dire que l'entreprise a aussi utilisé du cash pour investir. En termes de value, vous voyez qu'on est actuellement bien évalué, on n'est pas surévalué, on est dans une bonne tranche. En revanche, on a eu des points d'entrée extrêmement intéressants fin 2022. Personnellement, c'est pas une société sur laquelle je me positionnerai parce qu'elle répond pas à mes critères d'investissement. Et il y a quelque chose qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'elle est beaucoup sujet aux polémiques. C'est une entreprise qui peut être très impactée par les polémiques et ça, personnellement, ça me dérange. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu en savoir plus sur mes critères d'investissement et sur mes portefeuilles, notamment PEA et CTO, n'hésitez pas à vous abonner et je vous mets en haut à droite la vidéo sur mon portefeuille PEA. Alors effectivement, on m'a dit en commentaire que c'est une entreprise qui avait beaucoup performé. C'est le cas, comme vous pouvez le voir, depuis fin 2022. Et félicitations à ceux qui se sont positionnés
aux alentours. Mais pour ma part, actuellement, on n'est pas sur un point d'entrée qui m'intéresse et je ne sais même pas si je serai rentré au niveau de fin 2022. On m'a aussi demandé d'analyser Imerys. Et je comprends pourquoi, parce que je pense qu'il y en a qui se disent qu'on est actuellement sur un rebond, hein. Comme vous le voyez, on a atteint un point qui est quand même assez bas, hein. Depuis le Covid, effectivement, Imerys, c'est une société qui subit, il n'y a pas d'autre mot. Et là, effectivement, je pense qu'il y en a qui se disent, bon, peut-être un rebond pour Imerys, est-ce que ça peut être intéressant d'investir ou pas? Déjà, en termes techniques, on fera le fondamental après, en termes techniques, il faudrait qu'on arrive à casser certaines résistances, et notamment cette résistance en bleu qui fait office de canal baissier, et il faudrait qu'on retourne sur une tendance haussière, ne serait-ce en cassant toutes les moyennes mobiles, en revenant au-dessus des moyennes mobiles. Alors je l'ai déjà fait investir sur des sociétés qui sont malmenées en bourse, mais il faut quand même s'assurer des fondamentaux. Je l'ai par exemple fait avec Téléperformance parce que je juge que c'est une société qui a de belles perspectives et de bons fondamentaux. On va voir si c'est le cas avec Imerys. Et effectivement, là je suis en train de regarder, c'est pas une société que j'avais analysée avant, c'est pas une société qui avait attiré mon regard, mais c'est vrai que là quand on voit 10% de rendement, forcément c'est un petit peu comme Nexity, on se dit ah, quand même 10% de rendement c'est sympa. Sauf qu'il faut prendre en compte que si le cours de l'action continue de baisser, vos 10% de rendement, vous ne les verrez pas finalement. En termes de fondamentaux, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que c'est un leader mondial. Vous savez que j'aime investir sur des leaders s'ils ont des fondamentaux corrects. Donc c'est l'un des leaders mondiaux de tout ce qui va être minéraux pour l'industrie. Donc c'est un secteur d'activité encore une fois très spécialisé, un petit peu comme ce qu'on a vu avec Arkema. En termes de répartition du chiffre d'affaires, on a deux gros pôles, les minéraux de performance, donc quelque chose qui va être très spécialisé, et aussi tout ce qui va être solutions et minéraux de haute température. Donc c'est quand même des choses qui sont assez spécifiques, qui sont liées notamment à la métallurgie. Et effectivement, en ce moment, c'est un secteur qui peine un petit peu. On a aussi pu le voir avec Aperam qu'on analysera par la suite. Globalement, on a un chiffre d'affaires qui est plutôt stable en très légère croissance ces 10 dernières années. En termes de cash to debt, c'est pareil. On n'a pas énormément de cash, on a une belle dette qui est en augmentation alors que le cash, lui, il stagne. Vous voyez d'ailleurs en termes de notation, en termes de cash to debt, c'est moyen. Après, en termes de santé financière, on a une note de 6 sur 10. Ce qui reste correct, c'est pas excellent. Vous savez que moi j'aime bien investir sur des sociétés qui ont une santé financière assez solide. En termes de profitabilité, on voit que par rapport à l'industrie, c'est pas exceptionnel non plus. On est un peu sur une situation similaire à celle d'Arkema, où on a notre position dans le secteur d'activité, mais on n'arrive pas à se démarquer de la concurrence. On va quand même aller regarder, parce qu'on a deux warnings. Donc on va quand même aller regarder ça. Ok. Donc, en termes de revenus per char, en gros, c'est le revenu qui peut être généré par une action, et on est en baisse depuis 5 ans, et ça, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle sur la croissance à long terme. En termes de situation bilancielle, vous voyez qu'on a un leverage qui est en augmentation, mais qui reste correct. On est en dessous de 3. Personnellement, je préfère quand les leverages sont en dessous de 2. Mais bon, ça veut dire que c'est une entreprise qui peut quand même, avec un petit peu plus de difficulté qu'une entreprise qui sera en dessous de 2, mais qui arrive quand même à rembourser sa dette. Le problème ici, c'est que c'est une entreprise qui va avoir du mal à dégager de la trésorerie, comme vous le voyez. On a quand même une trésorerie qui est en baisse, et ça en période de crise, c'est un point négatif. Comme vous le savez, cash is king, et c'est les entreprises qui arrivent à faire du cash qui s'en sortent le mieux en période de crise. Autre point négatif, on a un free cash flow qui est en baisse depuis maintenant plus de 4 ans. Et ça, c'est pas non plus une bonne nouvelle par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors effectivement, pour Imerys, on est sous-évalué parce que le marché, il réagit fort à la baisse face à ce genre d'action. Il sanctionne la société pour effectivement ces chiffres qui sont tout de même mitigés. Est-ce que j'investirais dessus ? Personnellement, non. Ça répond pas à mes critères d'investissement et même si on est sous-évalué, je considère qu'on a une courbe du GF Value qui est en baisse, donc on pourrait très bien continuer de baisser. Alors, Aperam, pour être honnête avec vous, c'est une société que j'ai possédée et sur laquelle j'ai plus perdu d'argent que j'en ai gagné.
Ça ne veut pas dire que je vous dis de ne pas investir dessus. On va voir l'analyse par la suite. Mais voilà, je voulais être transparent avec vous. Donc, Aperam, c'est un groupe qui fait de la sidérurgie, donc qui travaille dans les métaux. En termes de répartition géographique, on est quand même excessivement centré sur l'Europe. Pour moi, c'est un point négatif. C'est une entreprise qui a subi aussi la concurrence qu'on peut avoir notamment en Asie, et c'est pour ça qu'elle a beaucoup corrigé, on le verra par la suite. Pour Aperam, on a des marges qui font un petit peu le yo-yo, ça monte, ça baisse. Globalement, on est sur une tendance légèrement haussière, peut-être pas suffisamment pour que le marché se dise « Ah, pas mal là, Aperam, les marges augmentent, le chiffre d'affaires va croître ». C'est ce qui se passe sur les 2 dernières années depuis le Covid. Ensuite, en termes de profitabilité, vous voyez que c'est mitigé finalement. Pour moi, on n'est pas sur un 7 sur 10. Pour moi, on est plus sur un 5 sur 10 par rapport au secteur d'activité au niveau mondial finalement. Et surtout que GuruFocus prend pas en compte le fait qu'en termes de ROE, là, on est très bas, on est à 4%, mais on fait surtout le yo-yo. C'est-à-dire qu'un coup, on est à 8, 4, 5, 24, 10, etc., etc. Un coup, on est à 11, un coup à 6, 8, 37, 19, et là, on se retrouve à 4. Donc pour moi, on n'a pas une situation stable, et c'est aussi lié au secteur d'activité. Vous voyez qu'en termes de revenus, on a quand même une croissance ces 3 dernières années. Est-ce que cette croissance du revenu va suffire à redorer le blason de la société ? Je ne sais pas. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un cash to debt qui reste assez constant et on arrive à diminuer notre dette, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Concrètement, les signaux, ils sont meilleurs qu'en 2022. Il n'y a pas photo. En revanche, est-ce qu'ils sont suffisants pour que le marché se dise « Allez, Aperam, on investit, ça va exploser », je ne suis pas entièrement d'accord. On n'a pas de gros warning, on a des medium warning, donc rien d'inquiétant, comme toujours. Actuellement, même si en termes de G-value, on est sous-évalué, c'est pas forcément une entreprise sur laquelle je vais me tourner. Je sais, je suis relou avec ça, mais elle répond pas à tous mes critères d'investissement, donc je passe pour l'instant sur le dossier. Ensuite, on a Technip Energy. C'est une société d'ingénierie qui est spécialisée dans tout ce qui va être infrastructure énergétique. On est là-dedans actuellement. L'énergie, c'est un domaine qui nous préoccupe tous. C'est une préoccupation mondiale. Donc pourquoi pas, on va analyser ça. Alors déjà, en termes de répartition géographique, je ne fais pas la répartition du chiffre d'affaires puisqu'on a peu d'infos. Mais en termes de répartition géographique, c'est assez intéressant. 40% sur tout ce qui va être Afrique. Et on sait que c'est un secteur qui va avoir besoin d'une entreprise comme celle-là. Ensuite, on a Europe-Russie, pareil, à hauteur de 36%. Asie-Pacifique et continent américain. En termes de répartition géographique, c'est plutôt pas mal. On a des marges qui sont en croissance, donc ça c'est une bonne chose. On a un revenu qui est en légère baisse sur les dernières années. Après, en termes de cash to debt, c'est pareil, on stagne. Donc c'est pas une mauvaise chose, c'est pas non plus une bonne chose. Ensuite, en termes de santé financière, c'est correct. Et en termes de profitabilité, on est moyen, avec un ROE de 20, ce qui par rapport au secteur d'activité est plutôt pas mal. En revanche, en termes de marge, c'est plutôt moyen par rapport au secteur d'activité. Alors certes, on a actuellement un PER qui est assez faible, de 8-9, mais pour ma part, c'est pareil, c'est pas une entreprise qui répond à mes critères d'investissement. Je la noterai quand même un petit peu mieux que les dernières sociétés qu'on a analysées, mais elle répond toujours pas à mes critères d'investissement. Donc, même si elle est légèrement sous-évaluée, on va aller voir en termes de graphique, c'est pas une entreprise sur laquelle j'irai investir. Effectivement, on est en croissance, mais là, on a un petit problème de marge et de revenus qui stagnent, donc il y a une légère sanction du marché. Faudrait aussi se renseigner sur les contrats de l'entreprise, qui sont quand même beaucoup dépendants de l'Afrique. Donc à voir, mais pour le coup, c'est pas une entreprise sur laquelle j'investirais. On passe à Saint-Gobain, qui est l'un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de tout ce qui va être matériaux de construction. Alors déjà, ce qui frappe, c'est qu'on a subi de plein fouet
la crise des subprimes, la crise de 2008, et qu'on a une croissance qui est assez saine depuis. On n'a toujours pas atteint l'ancienne ATH. C'est pas une mauvaise chose, hein, ça veut rien dire. On va aller analyser un petit peu tout ça. Alors c'est quand même une société qui est très axée Europe, en termes de répartition géographique, avec un petit peu d'Afrique et un petit peu d'États-Unis quand même, à hauteur de 15%. Saint-Gobain, c'est pas trop mal. En termes de profitabilité, vous voyez qu'on est au-dessus du secteur d'activité, hein. Donc ce qui montre que c'est un leader, un vrai leader, hein, pour le coup. Ensuite, en termes de finances, c'est plutôt moyen. On va aller voir ça tout de suite. Attends que ça charge, hein. Alors, en termes de finances, c'est plutôt moyen, mais on voit qu'on reste stable en termes de cash to debt. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. On a un revenu qui est en très légère croissance ces 10 dernières années. C'est pas inquiétant non plus. Un revenu à peu près stable, ça me convient aussi. On n'a pas de warning. Donc, on est quand même sur une entreprise qui fait le taf. En termes de dividendes, on a un détachement annuel qui est globalement en croissance, même si on a connu des baisses, hein. Notamment en 2020, une interruption, c'est dommage. C'est dommage parce sinon on avait 34 ans de dividendes sans interruption, ce qui était sympa. Ça reste correct, mais attention, on sait qu'en période de crise, on a un dividende qui peut être stoppé. Alors parfois, ça peut être une bonne chose, hein, parce que ça veut dire que l'entreprise est là sur le coup, ce qui lui a permis aussi par la suite d'augmenter son dividende. Donc je resterai quand même sur un point positif en termes de dividendes, avec un payout de 38, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc on voit quand même que c'est une entreprise qui a de l'expérience et qui assure le coup. Alors Saint-Gobain, je la noterais quand même un petit peu mieux que les entreprises précédentes, hein, je me diminue. En revanche, on est un petit peu surévalué actuellement, donc pour moi, on n'est pas sur un point d'entrée. On avait un beau point d'entrée fin 2022. Mais là, actuellement, ça répond pas à mes critères, hein, encore une fois. En revanche, on a Samsey. Samsey, c'est plus un distributeur de matériaux de construction, notamment, hein, qui est pas surévalué en ce moment. Et c'est une entreprise qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle je suis rentré. Bon, j'ai une très, très faible position. Il faudra que je vous redise le prix, parce que je veux pas vous dire de bêtises. Je suis rentré plus bas que ce qu'on est actuellement. Et pour moi, c'est aussi une très belle entreprise, que ce soit du point de vue du dividende, de tout ce qui va être profitabilité et surtout de santé financière. Ne serait-ce qu'en termes de croissance du revenu, hein, vous voyez qu'on n'a pas aujourd'hui analysé d'actions qui avaient une croissance du revenu aussi belle et un cash to debt qui est maîtrisé, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On a un ROE qui est supérieur au secteur d'activité et pareil, hein, des marges qui sont assez intéressantes. Ce que j'aime bien aussi chez Samsey, c'est que c'est un acteur local. Personnellement, je fais de la rénovation, donc je suis amené à travailler avec Samsey. Je trouve que bon, ça doit certainement dépendre des structures dans lesquelles vous allez, mais moi, dans ma structure, ils sont assez à l'écoute de votre projet. Et donc, j'ai une bonne image de Samsey. Donc, il faut aussi prendre en compte que j'ai un billet bullish sur Samsey. Donc, voilà, je ne suis pas forcément extrêmement objectif, mais en tout cas, en termes d'analyse fondamentale, c'est plutôt solide. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner, c'est ça qui fait marcher la chaîne. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo.